assidus quand même, c'est bien. Donc pourquoi parler un petit peu des pathologies dégénératives? C'est parce que tout simplement, elles sont de plus en plus présentes, évidemment. Et maintenant, on n'est pas surpris, évidemment, de développer certaines de ces pathologies, comme Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, dès l'âge de 40 ans, 45 ans. Moi, je fais ça depuis 40 ans. Je vous assure qu'il y a 15 ans ou 20 ans, c'était 60 ans. C'était 65 ans. Donc maintenant, si évidemment on est à 40-45 ans à développer ce genre de pathologie, c'est qu'il y a un processus que l'on ne maîtrise plus et que la médecine, pourtant je suis médecin à la base, que la médecine de toute façon actuelle se fout complètement. Ça ne les intéresse pas. Si on fabrique des, enfin on crée des maisons d'Alzheimer, des sites d'Alzheimer, par contre on ne veut surtout pas s'intéresser à la problématique et d'où vient Alzheimer. Bon, mais Alzheimer, tout simplement, elle finit par toucher ce qu'on appelle le système nerveux central. Mais ça, c'est la finalité. C'est la finalité. Par contre, c'est tous les processus qu'il y a avant qui amènent, évidemment, cette dégénérescence, tout simplement. Alors, c'est trois métabolismes qui sont touchés. D'abord, le métabolisme humoral, c'est-à-dire c'est le sang, la lymphe. Le deuxième, c'est le métabolisme endocrinien. Pourquoi? Parce que le mécanisme endocrinien, c'est lié à nos hormones. Et on va en parler, on a des hormones qui sont des tampons par rapport à l'acidification. Et le troisième, c'est le système lymphatique. Donc ces trois métabolismes-là ont un ennemi énorme, c'est l'acidose. Et la base de ces dégénérescences, c'est l'acidose. Alors l'acidose, tout simplement, on acidifie les structures neurologiques, on empêche la fabrication de neurotransmetteurs, on va y venir. Prenez des chaises, mesdames. On empêche tout un tas de choses. Alors, ça fait maintenant 25 ans que l'on sait pertinemment d'où vient Alzheimer. C'est précis. C'est pas parce qu'il y a un tout-bip qui s'appelait Monsieur Alzheimer qui a dit ceci, ceci, ceci. Ça n'a jamais été vérifié scientifiquement. Jamais. Donc on développe Alzheimer tout simplement parce que nous avons une structure neurologique qui arrive à être en déconfiture par rapport à l'acidité. On sait très bien, par exemple, dans le cas d'Alzheimer, que nous avons deux protéines, qui sont les amyloïdes et les protéines de tau, qui sont tout simplement créées, produites par notre système cellulaire, si notre système cellulaire est en bon état. Si notre système cellulaire est en bon état. Ces protéines servent tout simplement à structurer les myélines, qui sont les enveloppes, tout simplement, des neurones. Le problème, on sait très bien que par rapport à une certaine acidité, ces deux molécules, enfin ces deux protéines, se mettent à se reproduire de façon incontrôlable. Et on s'aperçoit tout simplement qu'au lieu de structurer les myélines, elles recouvrent les myélines et elles déconnectent les neurones. Mais ça, on le sait depuis 25 ans. Alors plutôt que de créer des maisons d'Alzheimer ou de Parkinson, parce qu'en fin de compte, la finalité est différente, parce qu'il y a une finalité qui est moteur en cas de Parkinson et en cas de la sclérose en plaques, occupons-nous de savoir pourquoi nous acidifions. À partir du moment où on va acidifier systématiquement, il faut remonter en arrière et de dire pourquoi j'acidifie. Qu'est-ce qui me fait acidifier? On sait pertinemment, il y a 5-6 acides particuliers, la méthionine, la cystéine, la taurine, la théine, malgré tout ce que l'on peut dire, la théobromine, la théophylline, ce sont des choses que l'on trouve dans notre alimentation, mais pas dans la bonne alimentation, dans la mauvaise alimentation. Un sang qui est acidifié, pourquoi il est acidifié? Parce que notre microbiote est acide. Si mon microbiote est acide, je vais acidifier ma structure humorale. C'est-à-dire que je vais acidifier mon sang et je fais acidifier ma lymphe. Mon sang qui va être acidifié, donc un sang qui est acidifié et sous-oxygéné. Il consomme 4 fois plus d'oxygène. Mon sang qui alimente mon système cellulaire va amener une sous-oxygénation cellulaire. Et si mes cellules ne fonctionnent beaucoup moins bien,
eh ben, on va avoir moins de protéines, comme celles dont on vient de parler, on va produire moins d'hormones, on va produire moins de structures donc, cellulaires, comme les diastases, comme tout un tas de choses qui servent en fin de compte à structurer notre système neurologique. À partir du moment où ça va être en dysfonction, nous allons avoir des répercussions en remontant au niveau des chaînons. Le système endocrinien, s'il est acidifié, c'est tout le système hormonal, c'est la thyroïde, c'est tout un tas de choses. À partir du moment où eux ne vont plus pouvoir créer ce dont elles sont à l'origine, à la base de créer, nous allons avoir des carences, nous allons avoir des manques, et nous allons avoir surtout une acidification. Le système, pareil, lymphatique. La lymphe, elle est omniprésente. La lymphe, c'est notre système d'autodéfense. Une tumeur peut être contenue par la lymphe. La lymphe fait tout un tas de choses à ce niveau-là. Mais la lymphe va être à l'image du sang. Si mon sang est acide, est structuré, est résiduel, il est chargé de sucre, de cholestérol et compagnie, le sang ne fera pas son boulot. Mais comme la lymphe vient du sang, la lymphe ne le fera absolument plus non plus. Donc c'est plusieurs facteurs qui amènent systématiquement cette acidification. Et la finalité, évidemment, ça va être systématiquement la dégénérescence du système cellulaire. Et le système cellulaire aura un impact primordial sur le système nerveux central. Alors ça va commencer par... Alors maintenant on a tendance aussi, aussitôt qu'on a une perte de mémoire, aussitôt qu'on a un oubli, on dit c'est Alzheimer. On ne se rappelle pas quand même qu'il y a 60 ans, 70 ans, on avait ce qu'on appelait des pertes séniles, des pertes de mémoire, ça existe. Et tout ça évidemment va tenir compte aussi du vieillissement cellulaire prématuré. Plus nous avons actuellement, nous avons maintenant des gens qui sont vieux cellulairement à 45 et à 50 ans. Et ça va être une catastrophe dans 20 ans. Je peux vous assurer que ça va être, si ça continue comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a une normalité. On a une normalité dont on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre. Je le disais tout à l'heure, il y a eu un sondage dans les rues de Lyon. On a dit, mais vous pensez mourir de quoi? 47% disaient du cancer. Mais pourquoi? Parce que c'est normal, maintenant on meurt du cancer. C'est une normalité qui est complètement à côté de la plaque. On se met presque dans un état de malade avant. Maintenant, vous mourrez d'un AVC à 55 ans, on dit il n'a pas eu de chance. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. On a une désorganisation, on a un pourrissement, il faut le dire, de notre système biologique. Et quand on voit ne serait-ce que le rôle du bidirectionnel, ce qu'on appelle entre l'intestin et le cerveau et l'intestin, on comprend tout un tas de choses. Donc ça veut dire qu'il faut revenir en arrière, et il faut dire biologiquement, je dois m'entretenir, je dois répondre à la demande de mon système cellulaire. Et on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Et le problème, il est là. On sait très bien que dans notre noyau cellulaire, on a de l'ADN, on a des fissures d'ADN, on a tout un tas de choses, on a des chocs émotionnels, on a tout un tas de choses que l'on a dans l'ADN. Tout ça peut être compensé, évidemment, par des apports et par une régulation, notamment du cytoplasme. Il est là pour ça. Il entoure le noyau, il est là pour répondre à ce genre d'agressivité. Mais quand on voit, par exemple, qu'actuellement, vous posez la question, qui fabrique nos neurotransmetteurs? Les neurotransmetteurs qui sont hyper importants au niveau des messages, au niveau des neurones et tout. Les neurotransmetteurs, pour 80%, c'est l'intestin. Donc si j'ai un intestin qui est en mauvais état, je vais avoir une production de neurotransmetteurs qui sera largement insuffisante et de mauvaise qualité. Alors on sait par exemple dans le cas de stress, de colère, on fait de plus en plus de colère, de plus en plus de stress et compagnie, n'est-ce pas mesdames? C'est vrai. Il y a des hormones comme la sérotonine, la dopamine, qui sont ce qu'on appelle des hormones calmantes, des hormones tampons. Qu'est-ce qui produit ces hormones? C'est l'intestin.
Ce sont les bactéries de l'intestin. Donc on en revient toujours à la même chose. J'ai un intestin qui est en mauvais état, je ne vais pas pouvoir compenser certaines agressivités, justement au niveau neurologique. Donc on en revient à dire, oh là là, je pense que l'intestin est peut-être important par rapport au système cellulaire et par rapport au système neurologique central. Et on s'aperçoit, mais bien sûr, que c'est fondamental. Alors qu'est-ce qu'on met dans l'intestin? Ben, on met tout un tas de cochonneries, on met des colères, c'est vrai, on met de l'agressivité, parce que le cerveau est directement lié à l'intestin. Et ça nuit à l'action intestinale, ça nuit à l'action bactériologique. Alors si en plus on a des toxines dans l'intestin et qu'on fout en l'air notre microbiote, je peux vous assurer que systématiquement, derrière, on aura des gros problèmes, évidemment. Regardez-vous. On se dit, mais est-ce qu'on aime encore vraiment maintenant? Est-ce qu'on sait ce que c'est que l'affection? Est-ce qu'on sait, socialement, est-ce qu'on a le respect social? On est plus dans la colère, dans l'agressivité, dans tout un tas de choses qui sont complètement négatives. Et là, je peux vous assurer que de l'adrénaline, on en produit, du cortisol, on en produit, qui sont des hormones, mais extrêmement acidifiantes. Donc si on n'a pas de compensation par rapport à ça, eh ben, on va avoir une acidose cellulaire qui va amener une acidose neurologique. Ça veut dire qu'une agression, une inflammation de tout le système neurologique. Est-ce que les pesticides, parce que sont des perturbateurs, ou est-ce que parce que c'est... Toutes les saloperies sont des perturbateurs endocriniens. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, mais un perturbateur endocrinien, ça devient un perturbateur cellulaire. Parce que d'abord, il ne peut pas être assimilé, il ne peut pas être métabolisé. Donc on va le retrouver dans tout un tas de choses. Et j'agresse ma cellule, je vais agresser systématiquement mon système neurologique. Et en fin de compte, quand on regarde bien, ne serait-ce que les traitements qu'il y a des fois, surtout en sclérose en plaques, moi j'ai des gens qui sont eu des scléroses en plaques, je peux vous assurer que 3 mois après, son médecin lui disait « on s'est trompé ». Il n'y avait pas de sclérose en plaques. Pourquoi? Parce qu'on a alcalinisé, on a basifié, et le comportement change énormément. Donc c'est pour ça que les perturbateurs endocriniens font partie de ça. Mais il y a d'autres choses, parce que l'acidification, elle ne vient pas que de ça. On mange de la merde. On mange de la merde, messieurs, dames. Et à partir du moment où on acidifie systématiquement l'intestin, on va acidifier le sang, on va acidifier le système cellulaire, donc on acidifiera tous nos systèmes neurologiques et de neurotransmetteurs. Après, l'acidité va limiter la production de tous ces tampons. On a plein de choses qui sont faites pour contrer l'acidose. Et une dysbiose intestinale, on sait très bien qu'une dysbiose intestinale, actuellement, fout en l'air toute l'action neurologique. C'est quoi, comment c'est quoi une dysbiose, c'est tout simplement l'état catastrophique au niveau bactériologique et toxinique de l'intestin. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est une atteinte microbiotique, mais je préfère parler de l'intestin, parce que l'intestin, lui, fabrique tout un tas de choses qui sont essentielles. Et là, on parlait de neurotransmetteurs, on parle d'hormones, mais il y a des diastases, il y a tout un tas de cellules qui fabriquent tout un tas de choses dont on a besoin, et qui ne le fabriqueront plus à partir du moment où on va être acide. Et le problème actuellement des gens en France, c'est 75% des gens sont acides, ont des pH beaucoup trop bas. Alors c'est quoi? C'est l'alimentation, mais c'est aussi le sociétal. C'est la relation familiale, c'est la relation professionnelle, c'est tout un tas de choses qui, cumulées à un mauvais système, évidemment, biologique, sont catastrophiques. Je mange mal, donc je pense mal. Je me pose plein de questions. Après, il y a les prises de conscience. Ah, dis donc, je ne peux plus manger. Si je mange ça, je ne suis pas bien. Ça veut dire qu'on est acide. La seule différence, à part où je suis acide, je ne sais pas pourquoi, je stresse. La définition du stress, elle est facile. Stress est une situation que l'on ne comprend pas et que l'on ne maîtrise pas.
Donc ça, systématiquement, c'est une situation acidifiante. Alors, quelles sont les solutions? Ben, c'est facile, travailler sur le sang déjà. Le sang qui est notre véhicule, c'est le véhicule. C'est lui qui alimente, qui va gérer le système cellulaire, qui va gérer le système endocrinien, qui va gérer le système lymphatique. Donc il faut toujours passer par le sang. Et le problème, c'est qu'actuellement, toutes les maladies que nous développons, on les développe, on ne les attrape pas. Donc si on développe une maladie, ça veut dire que nous avons un problème de terrain. Et c'est notre terrain à nous. Et quand on a un terrain qui est acide, qui est déséquilibré, on est pour 80% responsable de ça. Moi, des fois, je fais le rapport entre un caddie et le visage de quelqu'un. On sait très bien ce qu'il y a à travailler. On sait tout de suite ce qu'il y a à travailler. Et le problème, c'est que maintenant, on a une normalité de tout ce genre de choses qui est catastrophique. Qui est catastrophique, oui. Comment on peut savoir si tout va bien? Est-ce que c'est par des prises de sang? Ben d'abord, il faudrait écouter son corps, déjà. On nous envoie plein de messages. Vous savez, la personne qui dit « Ah ben, le matin, j'ai les doigts plein de fourmis ». Ça, je peux vous assurer que artérosclérose, il y a rhumatisme, il y a plein de choses. Il faut parler, mais surtout, il faut essayer de comprendre tous ces signes-là. L'énervement, on comprend l'énervement. Pourquoi on s'énerve très facilement? Pourquoi on rentre en colère? C'est que derrière, nous avons un trauma quelque part. On a un traumatisme qu'on ne comprend pas. Et ça, évidemment, ça reste un acidifiant. Ça va devenir un acidifiant. Et à partir du moment où on ne comprend pas, on ne le gère pas. Mais de toute façon, on n'écoute pas assez son corps. Et le problème, c'est que, moi je vois les visages, là, je peux vous assurer qu'il y a plein de gens, je sais dans quel axe travailler. Parce que c'est mon métier. Je peux vous assurer qu'il y a des gens là qui sont stressés, et ça se voit. Par rapport à la déshydratation de la peau, par rapport à des œdèmes lymphatiques qu'on a sur le visage, il y a des choses qu'on sait très bien où il faut travailler. Ça veut dire que votre acidification parle déjà. Vous voyez ce que c'est, si vous ne faites rien, dans 10 ans, ce que ça va être. Ça va être encore pire. Donc passons déjà par le sang. Il faut passer par le sang. Moi j'aime bien quand les gens me disent « mais j'ai un problème de foie ». Et on m'a donné 8 comprimés à prendre par jour. Ou 4 comprimés par jour. Comme quoi le foie dit « ça c'est pour moi ». Et ça ne fonctionne pas comme ça. On veut jouer sur le foie, donc qui va permettre l'épuration du sang. Ben, le foie, il faut travailler le sang. Le foie, il baigne dans le sang. C'est le sang qui va le nettoyer. C'est lui qui est capable de le faire. Pourquoi les femmes ont de plus en plus de problèmes de thyroïde? Le sang, il travaille la thyroïde. Il traverse la thyroïde. J'ai un sang qui est cohérent, je n'aurai jamais de problème de thyroïde. J'ai un sang qui est acide, qui est chargé de résiduels, qui est chargé de sucre, de cholestérol, tout, il va mettre ma thyroïde en dysfonctionnement. Et à partir du moment où je n'aurai plus cette thyroxine qui est produit, qui est un des nombreuses hormones qui sont là pour catalyser justement, y compris le cellulaire, mais y compris le neurologique, eh bien on va avoir des problèmes. On aura des problèmes systématiquement. Donc il faut commencer par travailler le sang. Ça veut dire, reprenons dès le départ de dire... Oui, madame? Ah bon. De dire tout simplement, redevenons cohérents avec notre structure biologique. On n'est pas fait pour manger n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui est acidifiant? Le pire, c'est l'amidonisme. Le pain, les pâtes, toutes ces saloperies qui ne servent rigoureusement à rien. Une assiette de pâtes, vous pouvez manger 5 assiettes de pâtes, vous n'aurez pas 1 gramme de métabolisé au niveau cellulaire. Vous savez, je dis toujours, moi, quand je vois quelqu'un qui mange une assiette de pâtes, je lui dis bon courage. Je dis jamais bon appétit. Pourquoi? Ça ne sert à rien.
Le problème, mais oui, je veux dire, on est dans une normalité. Et rassurez-vous, les grandes surfaces passent de 50 références de pâtes à 180. C'est qu'il y a des gens. Il y a des gens qui mangent des pâtes. Et on se retrouve évidemment avec tout un tas de problèmes. Mais les pâtes ne servent rigoureusement à rien, sauf se cimenter l'intestin. Mais il n'y a rien, il n'y a pas une vitamine, il n'y a pas une protéine, il n'y a rien dans une assiette de pâtes. Ça coûte pas cher. Et en plus après... Les gens qui n'ont pas d'argent, ça coûte pas cher, c'est ça? Ah bah écoutez, madame, moi, vous achetez un kilo de pommes qui peut vous durer 2 jours par rapport à des pâtes, tout simplement. Je préfère manger des pommes. Elles seront plus utiles que les pâtes. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est que je vais manger des pâtes, mais je vais manger du pain avec. C'est génial. Du Mais gruyère. le pain est un aliment qui est absolument génial. Il est cuit à 200 degrés dans un four, mais ça ne sert à rien. Alors il n'y a pas d'interdiction. C'est ça qu'il faut comprendre. La seule différence, c'est qu'on en mange 10 fois de trop. 10 fois de trop. Donc le pain n'est pas une alimentation, c'est un acidifiant. Quelque chose qui est cuit à 200 degrés, il ne sert à rien cellulairement parlant. Au niveau nutritionnel, ça ne sert à rien. Alors il n'y aurait que ça. On boit maintenant du lait, on mange de la viande rouge. Vous vous rendez compte, on mange de la viande rouge, on mange du cadavre. On mange du cadavre qui va nous être vachement utile. Alors que c'est un coagulant, c'est un acidifiant. Je parle surtout de la viande rouge. Le poulet, la viande blanche, le poisson sont intéressants. Mais c'est pareil, il y a des quantitatifs. Donc on ne prend que des acidifiants. Et puis alors il y a 2 saloperies. Je ne parle même pas des petits gâteaux, du Coca-Cola et compagnie. Ça c'est une catastrophe. Je dis souvent aux mères, vous avez des enfants qui boivent du coca. Ah oui, un petit peu, on en boit 1 ou 2 verres de temps en temps. Et je lui dis, vous avez vu ce que c'est qu'un pH d'acidité du Coca-Cola? C'est 4,2. C'est-à-dire que quand on boit un verre de coca, pour récupérer un pH normal, il faudrait boire derrière un verre de coca 27 verres d'eau. Ben, buvez du Coca-Cola. Il faut boire du Coca-Cola. Et vous allez voir que votre niveau d'acidose sera stimulé. Alors là, il va être boosté même. Donc si je bois du coca, que je mange des pâtes, que je mange de la viande rouge, et que je ne mange pas de compensateurs qui sont alcalins, mais j'aurai systématiquement une acidose. Je vais finir en acidose. Et l'acidose amène la dysbiose intestinale, tout simplement. Alors en plus, j'ai parlé de 2 saloperies autres, que sont le café et le thé. Ce sont 2 saloperies. Et il y a des liens maintenant qui sont techniquement prouvés, justement, entre le café et le thé, la composition de ces choses-là, et Alzheimer, bien sûr. C'est-à-dire, là, on va vous parler un peu pas de l'hébreu, parce qu'en ce moment, il ne faut pas dire ça, mais de la méthionine, de la cystéine, de la taurine, de la caféine, de la caféone, de la théine. Ce ne sont, alors, théophiline, théobromine, ce ne sont que des acides que l'on trouve dans ces 2 boissons-là. Alors, ce n'est pas le café avec les copains de temps en temps, ça n'a rien à voir. C'est le café tous les jours, c'est le thé tous les jours. Alors, je ne parle même pas du café au lait, parce que celui-là, il aura la médaille un jour, mais bon, c'est pas grave. Mais ça veut dire que quand on a ce genre de structure dans le café ou dans le thé, et qu'on en met tous les jours, notre système hépatique est incapable, je dis bien incapable, de traiter ces acides. Donc ces acides retournent dans le sang. Et c'est là qu'on se retrouve avec une acidification, ce qu'on appelle humorale, sang et lymphe. Et quand vous pensez qu'il y a des gens qui boivent 4, 5 cafés ou 4 ou 5 thés par jour, alors on me dit, oui, mais ça alors, on ne m'a jamais dit. Il y a un cours ici de diétonutrition universitaire où je vous fais lire, il y a 4 pages sur le café, 4 pages sur le thé. Et quand on voit le problème qu'amène au niveau intestinaux le thé et le café, le fameux intestin poreux, enfin tout un tas de choses, enfin, je précise ça, je fais une conférence au mois de janvier avec Henri Joyeux, que vous connaissez tous, où on fait cancer et nutrition. Donc ça veut dire que cancer et nutrition, toutes les dégénérescences sont basées au départ sur l'acidose. Et on est incapable actuellement de sortir de cette désinformation, parce qu'on vous emmène dans l'endroit où on veut.
C'est-à-dire qu'au niveau nutritionnel, on veut vous emmener systématiquement la même chose, c'est-à-dire viande, lait, céréales. Or, c'est catastrophique. C'est la base de notre acidité. Et il n'y a pas de compensation. On n'est pas des vaches, on n'est pas des carnivores. Nous sommes des mammifères anthropoïdes. Ça veut dire que 80% de notre alimentation doit être végétale. À partir du moment où on en sort, on aura systématiquement des problèmes. Actuellement, le viandisme représente 25% à peu près de notre alimentation. L'amidonisme représente 37%. Les produits laitiers représentent entre 14 et 15%. C'est-à-dire qu'on arrive à 70% à l'inverse de ce que l'on devrait. Ah oui, c'est vrai, on mange des fois 4 salades, 4 feuilles de salade à la fin du repas pour se donner bonne conscience. Ça ne suffit pas. Il faut revenir à des structures nutritionnelles cohérentes. Or, on est devenu incohérent. Et la majorité des gens, je vais être méchant, se fout complètement de ce genre de choses. Sauf quand ils développent des pathologies sérieuses. Et là où on leur dit, ben non, il y a ça, 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 c'est normal. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est-à-dire si on développe ce genre de pathologie, oui, qu'on change son alimentation... Vous êtes une mauvaise élève, je vous l'ai dit hier. Oui, mais moi je vais le répéter pour les autres. Non, à partir du moment où nous développons cellulairement, on en a parlé pour le cancer, ouais, à partir du moment où on développe cellulairement, on a ce qu'on appelle la régénérescence cellulaire, dont aucun médecin vous parlera. On parle beaucoup de dégénérescence, on ne parle jamais de dégénérescence cellulaire. On a tout ce qu'il faut dans le corps humain pour renouveler cellulairement. On a tout ce qu'il faut. La seule différence, c'est qu'il faut une cohérence. Et ça, on trouve ça sur toutes les pathologies. Hier, je discutais avec un médecin qui m'a dit, l'arthrose, qu'est-ce qu'on fait, l'arthrose? Ben, je lui ai dit, l'arthrose, on soigne l'arthrose. Oh ben non, on a 55 ans, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Ben, ce monsieur-là, il faut qu'il revienne à la 2e année de médecine, où on explique qu'il y a des cellules qui produisent tout simplement des ostéoblastes et des ostéoclastes, qui sont des structures protéinées avec du collagène et tout, qui sont là pour restructurer le cartilage. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas si on est acide. Ces cellules ne fonctionnent plus si on est acide. Mais on a des solutions absolument à tout. À tout, à partir du moment où la régénérescence cellulaire, notre système cellulaire fonctionne très bien, mais on peut revenir complètement en arrière. Le mot rémission, il existe. Le mot soin, le mot guérison, il existe. On n'attrape pas on les développe. Donc à partir du moment où on les développe, c'est qu'on est fautif, et derrière on a la solution pour revenir en arrière. Mais bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est travailler dans l'intérêt de notre système cellulaire. Quand je dis toujours par rapport à notre système cellulaire, nous avons des obligations, nous avons des devoirs. La faim cellulaire, c'est une demande. L'acidose, ben, l'acidose, on a tout ce qu'il faut en tampon, si on est correct, on a tout ce qu'il faut pour contrer l'acidose, notamment par les oligo-éléments. L'oligo-élément est un tampon. Regardez ce qu'on mange comme oligo-éléments. On n'en mange quasiment plus. On mange quasiment plus rien de vivant. Alors quand je parlais tout à l'heure du pain et des pâtes, c'est des produits morts. Mais on est vivant. À force de consommer depuis 30 ans, entre les boîtes de conserve, les trucs pasteurisés, les trucs upérisés, les plats préparés avec de la merde dedans, vous pensez bien qu'à un moment, le corps, il lâche. On a besoin de vivants. On est de plus en plus sur de la consommation de morts, en permanence. Ça arrange les industriels, c'est vrai. Et on a dit, ben, on n'a plus le temps de faire à manger. Qu'est-ce qui nous empêche de faire des crudités ou des choses comme ça? Et on a largement le temps de le faire. Le problème, il est là. C'est qu'on s'acidifie, je dirais maintenant, presque naturellement par rapport à ce que l'on fait et ce que l'on mange. Et en plus, le stress, notamment, est un empirique. C'est-à-dire qu'on va accélérer les choses au niveau hormonal, au niveau de tout un tas de choses. Bien sûr, on développe de plus en plus d'inflammations. L'acidité est à la base de toutes les inflammations. Donc on a la solution. Ce qu'il faut, c'est revenir, et c'est de comprendre ce que l'on fait, et se motiver,
et dire merde, je fais peut-être des conneries. Et on en fait de toute façon. Je dirais, même nous, ça nous arrive. Mais par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune interdiction. Je mange des pâtes. Mais je mange des pâtes une fois par mois. Je préfère manger des haricots verts, je préfère manger tout un tas de choses qui vont m'apporter quelque chose et qui vont contrer l'acidose. Bien sûr. J'ai arrêté le café il y a 25 ans. Ben, je bois des tisanes, je bois du rooibos, il y a plein de choses à faire. Je bois de l'eau, on n'en boit pas assez. J'ai même droit à un verre de vin rouge de temps en temps. J'ai même avoué que je bois un whisky le samedi, un whisky le dimanche. Mais peu importe. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'interdiction. C'est une réflexion. La nutrition, ça doit être une réflexion permanente. C'est-à-dire, je dois être devant mon assiette et me dire, là, si je mange ça, je sais que ça m'est utile. Je sais très bien que je ne développerai pas ça parce que j'ai des apports nutritifs. Le problème, il y a des assiettes où on n'a absolument aucun apport nutritif. Et on ne cherche pas à comprendre, d'ailleurs. Il y a des fois où on ne cherche pas à comprendre. Donc ça veut dire qu'il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions, mais il faut commencer par le début. Ici, c'est ce que je dis, il y a plein de thérapeutes que je traite maintenant depuis des mois et des mois, voire des années. Les changements par rapport à tout un tas de choses ont complètement modifié justement l'approche des corps. On désacidifie très facilement quelqu'un. Ce qu'il faut, c'est être d'accord sur une chose, motiver la personne et pas dire « Ah oui, mais moi, si je n'ai pas mon café au lait le matin, je ne vais pas pouvoir bosser, je ne vais pas pouvoir travailler, je ne vais pas pouvoir vivre. » Et on m'a même dit « C'est émotionnel ce matin. » Je lui dis « Madame, si votre café au lait, vous avez toute l'émotion là-dedans, vous devez avoir une vie assez pourrie à côté. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais bon, il y a certainement de l'émotion dans autre chose que ce genre de choses. Donc après, c'est un choix de comprendre. Donc là, il y a des protocoles, je donne des protocoles d'épuration, je peux vous assurer ça dure 21 jours. Déjà, vous voyez très bien derrière ce que ça peut faire. Et au bout de 8 jours, si ça va mieux, là, ça ira nettement mieux. Donc il faut commencer par ça. Modifions tout simplement notre approche alimentaire. Comment Vous donnez des protocoles d'épuration? Oui. Oui, j'ai un stand là, oui, tout simplement. Oui. Et on donne des protocoles alimentaires pour essayer de... Alors, moi, ce qui m'intéresse, pourquoi j'ai 74 ans, je pourrais être chez moi devant la télé, c'est pas mon but. C'est de dire on a plein de boulot à faire encore. Mon prof qui a 93 ans me disait, le jour où je prends ma retraite, c'est toi qui prends le bébé. Moi je fais des conférences partout. Le week-end prochain, je suis au Palais des Congrès à Bordeaux, où je vais faire des conférences sur le cancer, sur des choses comme ça. Ça veut dire qu'on est là pour une information, pour expliquer. Mais avant tout, docteur en biologie humaine, on est des scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on pense de quelque chose. Non, on sait que, parce qu'on a des études, on a tout un tas de choses qui amènent ce genre de choses. Et on le sait. Et moi, ça fait 39 ans que je fais ça. Donc je peux vous assurer que... Et maintenant, même des médecins piquent on leur donne, prennent justement exemple sur certains protocoles et les font utiliser parce qu'ils voient que dans des cas gastro-entérologiques, d'acidose, ils n'ont pas la solution. Ce n'est pas en mettant des structures chimiques dans un sang qu'on va améliorer les choses. Et pourtant, ils essayent, parce que maintenant, en France, 62 ans, c'est la moyenne des gens qui ont des traitements à vie. Pour le cholestérol, pour la tension, pour le sucre, enfin, pour tout un tas de choses. Mais ce n'est pas la solution. Loin de là. Donc il y a plein de choses à faire. C'est une réflexion à mettre en place. Et on voit quand les gens disent, mais je mange ça, je mange ça, je mange ça, à la fin, ils disent, ah ben oui, je suis un petit peu à côté de la plaque. Et on est souvent à côté de la plaque, bien sûr. Et l'autisme. L'autisme. Moi, j'ai lu que c'était en lien avec le microbiote et puis... Bien sûr. Enfin, c'est récent, alors, c'est pas très... Non, mais on en revient tout à... Tu parles du microbiote. Le microbiote, c'est la nutrition, c'est le sang. Donc tout est toujours basé ça parce que ça finit au cellulaire. Et le microbiote, on sait très bien que dans le cas de l'autisme, d'abord la maman
est responsable pour une grosse partie, évidemment, et puis qu'au niveau du noyau cellulaire, où il y a des fissures d'ADN qui amènent ce genre de choses. Mais un autisme, c'est dès la naissance, presque. Comment? L'autisme, c'est presque depuis la naissance. Donc ben il n'a pas la charge. Merci la maman. Ah oui, c'est la merci maman. La maman. Ah oui, merci le noyau cellulaire de la maman. Bien sûr. Il ne faut pas rêver. L'autisme n'est pas venu comme ça par hasard. Et le problème, c'est qu'on en aura de plus en plus. Et les vaccins, parce qu'on met en place aussi que les vaccins... On ne parle pas de saloperie ici, madame. Non, mais on dit que les enfants, justement, avec tous les vaccins qu'on leur met dès presque la naissance, ça n'arrange pas. On les tue. Oui. Mais on les tue. On les tue. Je suis un des seuls, ne serait-ce qu'à Bordeaux, où j'interdis aux gens d'aller se faire vacciner. Je leur dis, la vaccination est une connerie. On n'a pas une seule pathologie actuellement que l'on peut dire qu'elle a été soignée par un vaccin. On dit, mais si, la rage, c'est des conneries, la poliomyélite, ben non, on a commencé à se laver, on a commencé à laver les endroits où on vivait. Ben la poliomyélite, elle a disparu, la gale, elle a disparu, la tuberculose a disparu. Ce n'est pas lié au vaccin. Mais là, les gosses à qui on donne 13 vaccins le matin, je peux vous assurer que ça va y avoir des conséquences énormes au niveau du noyau cellulaire. On est en train de créer des fissures. Le Covid a été un mensonge énorme. La seule différence, c'est que les gens qui ont été vaccinés vont avoir ça pendant des années et des années. Pourquoi? Parce que l'ARNM qu'on a vacciné, ce n'est pas un vaccin d'abord, c'était une injection. L'ARNM était de la synthèse et de l'hémisynthèse. Ça veut dire que notre ADN ne peut pas comprendre ce genre d'injection. Donc dans ces cas-là, eh bien, il essaye de lutter pour essayer de comprendre, et il se fissure. Avec le vaccin, on a créé énormément de fissures d'ADN, qui vont évidemment provoquer dans les années à venir ce qu'on appelle des pathologies agressives. C'est-à-dire des morts beaucoup plus rapides. Mais on le sait très bien. Moi, je travaille avec Frankowski, donc au CNRS. Si on sortait toutes les études qui sont sorties depuis le Covid, il y en a qui iraient en prison. Hein, parce qu'on a raconté tout un tas de choses. Du mensonge. Donc quand je vois quelqu'un c'est ce que je dis toujours, ma phrase quand j'arrive à Bordeaux, au parc des Congrès, je leur dis, si quelqu'un m'attend pour aller se faire vacciner, je ne viendrai pas. Donc ça permet tout simplement de déconseiller la vaccination, sans oser le dire ouvertement, parce que, voilà, il faut le dire, le vaccin n'a jamais prouvé n'importe quoi. Alors surtout quand ce n'est pas un vaccin, que là il n'a jamais été question de travailler, il n'y a pas de souche, rien du tout. Et pourquoi on l'a appelé Covid? Eh bien, tout simplement que on savait très bien que c'était une corona, donc c'était une grippe, mais qui avait été mutée volontairement. Et à partir du moment où cette grippe est arrivée en France, si on avait tenu compte de notre vaccin anti-grippe que l'on a actuellement, on serait aperçu qu'il n'y avait aucun résultat dessus. Donc en l'appelant Covid, on savait très bien qu'on ne dégénérait pas l'action entre les deux. Donc on a créé tout simplement le Covid. C'est tout. Mais le Covid aura évidemment des répercussions, surtout sur les enfants de 12 à 15 ans, il va y avoir des répercussions catastrophiques. C'est le milieu qui veut ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Qu'est-ce qui est détruit par le vaccin? Qu'est-ce que ça détruit, le vaccin? À partir du moment où vous avez une fissure de l'ADN et que vous avez un cytoplasme qui a été fracturé, qui a été fragilisé, les cellules, tout simplement, partent dans tous les sens. Elles deviennent malades. Et une cellule malade, systématiquement, va se regrouper avec d'autres pour former un gliome, voire une tumeur. Mais par contre, on peut vivre 30 ans avec une tumeur. Ce n'est pas un problème. Parce que la tumeur, elle va être entourée de lymphe, et la lymphe peut très bien empêcher l'évolution tumorale. Par contre, ce qui va amener tout simplement, je dirais, la prolifération tumorale, c'est le vieillissement cellulaire, c'est l'inflammation, et c'est surtout la fermentation du sucre. La fermentation du sucre, elle permet justement aux tumeurs de se développer. Alors, du mauvais sucre,
évidemment du sucre que l'on garde, pas du vrai sucre. Le vrai sucre, lui, il va être métabolisé par l'insuline, il n'y a aucun problème. Et les faux sucres, on rentre pareil, l'amidon, qui est un faux sucre, mais personne actuellement est capable de vous dire l'amidon est inassimilable par le corps humain. Parce qu'on va nuire au boulanger, on va nuire à l'industrie céréalière, on va nuire à tout un tas de choses, aux gens qui font des petits gâteaux et tout. L'amidon est omniprésent. Et on sait très bien que l'amidon, c'est une catastrophe. Le sucre du miel. Oui, le miel, c'est un végétal avant tout. C'est un végétal. On part tout simplement du pollen, et c'est tout simplement synthétisé par une abeille. Alors évidemment, il ne faut pas en manger 4 cuillères à soupe tous les matins. Mais on peut en manger pour une tisane, par exemple, une goutte de miel dans une tisane, c'est excellent. On peut le faire. Et c'est nettement mieux, parce que le sucre tel qu'il est, vous verriez comment maintenant le sucre blanc, il est chloré, c'est une catastrophe. Et comme par hasard, tout ce qui est chloré est acide. C'est encore un pôle d'acidification supplémentaire. Ils mettent des suppléments au niveau pharmacie, tout ce qui est microbiote. Est-ce que ça peut justement apporter quelque chose au niveau... Moi, quand je vois les gens qui prennent des statines, qui prennent des prébiotiques, des probiotiques et tout, il faut bien savoir qu'il n'y a que la nutrition qui peut intervenir. Pourquoi? Je vais manger une banane. Elle est intéressante, la banane, pour tout un truc. Je vais la mâcher. Et quand je vais mâcher, tout simplement, je vais envoyer une information. C'est-à-dire que mes papilles, ma salive, vont lire tout un tas de choses et on va informer mon système enzymatique. Et mon système enzymatique va réagir à produire de l'insuline, des diastases, des sucs gastriques, par rapport au message que je lui envoie. Vous pensez bien que si je mange une banane, il n'y aura pas la même chose à travailler que si je mange un McDo. Ça n'a rien à voir. Le problème de tout, c'est que les compléments alimentaires, moi il y a 35 ans, j'ai connu le début des compléments alimentaires. 35 ans après, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné du tout. On s'aperçoit que les compléments alimentaires ne servent rigoureusement à rien. Pourquoi? On avale des choses. J'avale un cachet, j'avale une gélule, elle va dans mon estomac et elle est bouffée par l'acide chlorhydrique, il n'y a pas de lecture. Donc mon système enzymatique ne peut pas travailler là-dessus. Donc c'est pour ça que tout ce qui est chimique, il faut bien savoir que tout ce qui est chimique, donc de synthèse ou d'hémisynthèse, ne peut pas être compris, ne peut pas être compris, ne peut pas être travaillé par notre système. Quel bilan faudrait faire pour constater l'état de l'intestin, de l'acidité? Au niveau du sang et de l'acidité, vous demandez, il y a des labos qui sont spécialisés là-dedans. Il y en a un à Strasbourg, c'est Weber, W-E-B-E-R. Vous pouvez très bien avoir une analyse de A à Z. Mais il faut être spécialisé. Comment? Mais non, parce que je vais vous dire, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Une analyse de sang, dans une analyse de sang, on est à 3-4% d'analyse de toute la structure du plasma, du sérum sanguin. On n'analyse que 3%. C'est pas avec ça que vous pouvez avoir quelque chose de très précis. Non, oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait demander demain si je vais voir un médecin traitant? Ah ben vous lui demandez une analyse complète, c'est-à-dire une analyse du sang, lymphatique, endocrinienne. Il y a des... Et même quand on fait tout ça, on a à peu près une centaine d'analyses, 120 analyses je crois, et on est quand même au 5e, voire au 10e de ce que l'on peut analyser, véritablement. Mais là c'est pareil, votre corps doit vous dire, au niveau de l'acidose, au niveau de tout un tas de choses, votre corps va vous le dire. Quelqu'un qui est acide le ressent systématiquement. D'abord ça se voit sur le visage, ça se voit sur la déshydratation cutanée, ça se voit sur les ballonnements, ça se voit sur les problèmes de constipation, ça se voit. On sait qu'on est acide, systématiquement. Une personne constipée, c'est une personne qui est acide, systématiquement. Donc on sait très bien, quelqu'un qui ne transpire pas, par exemple, c'est quelqu'un qui est acide. Ça veut dire que les subacées, les sudoripares, qui sont là pour évacuer la sueur, mais surtout la sueur, c'est l'acide urique, c'est l'acide phosphorique, c'est l'acide lactique. Donc quelqu'un qui ne transpire pas,
systématiquement ce qu'il doit le faire par des pores retourne dans le sang, et je peux vous assurer que ça fait systématiquement une acidose. On doit transpirer. On doit même éliminer autant par la transpiration que par les reins. Il y a de plus en plus de gens qui ne transpirent plus. Donc c'est des blocages liés à cette acidité. Je vous dis, l'acidose est notre problème numéro 1. Au niveau de tous les métabolismes. C'est le problème numéro 1. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur la venue du Covid? La venue de l'épidémie du Covid, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Ben, on sort pas grand-chose, on sortira pas grand-chose parce que tout est bloqué par le Sénat depuis 2 ans. Donc, et je peux vous assurer qu'il y a... Mais je dirais, bon, la limite, c'est le passé. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça serve de leçon. C'est-à-dire que là, on a essayé de nous sortir, c'était quoi déjà du singe, là. La variole. La variole du singe. Moi, j'ai vécu 20 ans en Afrique, la variole du singe, on en parlait et bien avant. Et on sait très bien qu'il n'y a jamais eu aucun transfert entre le singe et l'homme. Il y a eu tout un tas de choses comme ça. C'est très facile de mettre une pathologie là et de dire, surtout, on a la solution par un vaccin. C'est faux. Il y a tout un tas de pathologies. On n'a pas tiré, évidemment, au niveau nutritionnel, les conséquences de la vache folle, par exemple. On n'a rien retiré de cette incohérence alimentaire qui était justement, qui a amené cellulairement une catastrophe. On n'en a jamais tenu compte. On n'a rien tiré derrière de tout ça. Le Covid, ce qu'il faut, c'est surtout tirer des leçons de ça. C'est qu'on ne veut pas s'introduire quelque chose dans le corps. Le médecin, ce n'est pas une parole d'évangile, hélas. Donc il faut travailler là-dessus. Et là, je vous dis, c'est surtout une prise de réflexion sur soi-même, et puis oser, de toute façon, des fois, dire non. Il faut oser dire non. Mais vous ne vous sentez pas un peu seul? Comment? Non. Ah non, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce que, je vais vous dire une chose. Moi, je suis encore président de l'Université du Pays Basque et de celle de Paris. On sort tous les ans, 450 élèves qui vont faire exactement la même chose que moi. Là, si on va faire comment s'appelle, la conférence en Suisse, c'est parce qu'en Suisse, on peut le faire. Et qu'en France, on sait qu'on sera embêté. Mais on sort tous les ans, des choses comme ça. Et actuellement, on va avoir une pénurie, de toute façon, de médecins généralistes, et on va avoir tout un tas d'autres choses qui vont se développer. Je suis diplômé d'une université anglaise, je vais souvent en Angleterre. Je peux vous assurer qu'en Angleterre, actuellement, vous avez plus de docteurs en naturopathie que de médecins généralistes. Vous allez en Allemagne, il y a maintenant plus de health pratiqueurs, qui est docteurs en naturopathie, que de médecins généralistes. Est-ce qu'ils sont plus malades que nous? Absolument pas. Ça veut dire qu'il y a des choses, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il y a 2 pays au monde où la naturopathie n'est pas reconnue. C'est la France et l'Italie. Ce qui est infernal aussi, c'est que tous les soins naturels, ce n'est pas pris en charge. Mais non, mais c'est à l'encontre. C'est horrible. Ouais, alors je vais vous dire un petit exemple. À Causes, j'habite Causes, mon cabinet est à Causes, il y a un collège, je l'ai raconté, il y a un collège, j'ai demandé, donc le proviseur, non, c'était pas un proviseur, si, un proviseur. Philippe, je lui dis un jour, tiens, ça me plairait de venir faire 1 heure de cours, tout simplement, chez les adolescents pour bien expliquer, évidemment, ce genre de choses. D'abord, le rectorat a refusé complètement, et Sodebo, qui livrait les repas de ces gens-là, a dit, s'il vient, on ne vous livre plus. Donc, ça veut dire tout simplement que, on continue à manger de la merde, et quand on voit ce qu'ils mangent, je peux vous l'assurer, c'est une catastrophe. Bien sûr, alors je ne me sens pas du tout seul, franchement pas du tout seul, parce qu'on en sort tous les ans. Voilà. Et puis je vous dis, le problème de l'autre côté, ça va être la pénurie, justement, de médecins généralistes. Vous savez, moi, il y a 20 ans, quand on disait, tu veux investir, investis dans une pharmacie. Maintenant, on a 2 pharmacies qui ferment toutes les semaines en France. 2 pharmacies. Ça veut dire qu'il y a une perte de crédibilité. On s'aperçoit quand même de la limite. Moi, souvent, dans les conférences, je le dis, je suis agressé par des médecins généralistes qui me disent tout simplement, oui, mais on ne sert à rien. Je dis, madame, monsieur ou madame, peu importe, j'ai jamais dit ça. Je suis médecin moi-même. Et je dis,
au bout de 30 ans, est-ce qu'on soigne l'asthme? Est-ce qu'on soigne l'AVC? Est-ce qu'on soigne les maladies cardiovasculaires? Est-ce qu'on soigne le sida? Est-ce qu'on soigne le cancer? Absolument pas. Donc il y a un moment où il faut changer l'orientation et de dire, est-ce que notre méthodologie de l'allopathie, donc de la chimie, est bonne? La seule différence, c'est que les biologistes, les vrais biologistes, diront de toute façon, on ne peut rien soigner par un produit chimique exogène. Si on veut soigner quelque chose, c'est toujours de façon endogène et naturellement. C'est tout. Et je peux dire, je ne me sens pas du tout seul. Pas du tout. Que pensez-vous de l'oligochèque pour dépister ces carences? Est-ce que c'est un bon... Vous savez, alors, il y a des naturopathes, vous mettez la main dessus. Vous savez, vous mettez la main dessus sur un écran. Il va vous dire, oh là là, vous avez de la B, vous manquez de B12 et compagnie. Ça existe depuis 25 ans. D'accord? Moi, j'ai envoyé des gens d'âges différents, des femmes, des hommes et tout, ils sont revenus toujours avec le même constat. Comment un logiciel peut venir vraiment gérer ce genre de choses? C'est pas possible. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y en a plein. Il y en a plein. Et ça, c'est en train de disparaître. Hein. Je vous assure que moi, il y a 10 ans, il y avait des stands complets avec des, où on pouvait étudier tout ça. Ça disparaît parce que c'est pas crédible. C'est pas crédible. Non, non. On a plein de choses sur lesquelles on peut évidemment chercher, mais surtout, je vous dis, c'est essayer de comprendre ce qui nous arrive. S'intéresser à tout un tas de choses. Et ça, on peut le faire. Il y a des professionnels pour ça, justement. Il faut le faire. Hier, vous aviez dit qu'il nous fallait un peu d'or et d'argent, Oui, bien mais sûr. je ne connais pas les aliments du tout qui en ont fait. Ah, mais il y en a. Alors, quand je dis qu'il faut de l'or et de l'argent, c'est une idée générale. C'est une idée générale, mais il en faut dans le sang. Le plasma sanguin a besoin d'or et d'argent, synthétisé par une plante. C'est-à-dire que de l'argent, ben vous en avez dans le persil, vous en avez dans le basilic. De l'or, on en a dans le brocoli, on en a dans le kiwi. Alors, ce n'est pas des grosses quantités, mais ça nous suffit à nous, une fois que c'est synthétisé, pour que ça soit assimilé. Et le problème, c'est ça, c'est des besoins que l'on n'aura pas avec tous les produits transformés, tous les produits cuits. On n'aura pas ce genre de choses. On nous a baratiné pendant des années comme quoi l'épinard était très riche en fer et compagnie. C'est du pipeau. Surtout qu'on fait cuire l'épinard systématiquement, sauf si on mange. Mais c'est vraiment léger. Non, par contre, l'ensemble de végétal, je mange des épinards, du brocoli, des champignons, des choses comme ça. Je vais avoir les apports généraux dont j'ai besoin. À l'école, rappelez-vous, on disait, mais la terre, c'est la mère nourricière. Quel est notre lien avec la terre? Ce n'est que le végétal. Moi, une vache, j'ai aucun lien avec. Le végétal, oui, bien sûr. Toutes les structures, on va les trouver dans le végétal. Et elles sont déjà synthétisées. C'est-à-dire que notre système enzymatique, en tant que mammifère anthropoïde, on est capable d'assimiler tout ce que va nous donner, évidemment, un végétal. Donc, on doit consommer beaucoup plus de végétal. J'ai une question, en fait, je suis assez intéressée par la médecine traditionnelle chinoise et la pharmacopée. Oui. Et j'avais en fait quand même une question justement par rapport au biotope, Ouais. notre biotope, et les plantes de médecine traditionnelle chinoise qu'on nous importe de Chine. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Si. De toute façon, la médecine chinoise, je connais très bien, je peux vous assurer qu'elle est surtout applicable en Chine, par rapport à tout un tas de raisons, par rapport au climat, par rapport à notre génétique, par rapport... Eux, là-bas, ne mélangent pas, ils ont des structures bien précises. Nous, le problème, c'est qu'on va prendre un produit chinois, on va l'intégrer à notre système, nous, alimentaire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a des génétiques. Quand on parle, par exemple, des céréales, du riz, au Japon, ils ne mangent que ça, en Asie, ils ne mangent que ça. Par contre, ils mangent à côté, ils ne mangent pas de viande, ils ne boivent pas de lait, enfin, il y a plein de choses. Donc, la médecine chinoise, elle est intéressante, bien sûr. Sauf que le petit défaut, c'est qu'il faut cuire énormément de choses. Or, à une certaine température, on détruit. Vous savez, les Chinois et les Japonais ne vivent pas plus vieux que nous. Hein.
On a eu un peu le phénomène Okinawa qui a un petit peu complètement disparu. Moi, j'ai connu très bien le système indien. Le problème, c'est qu'en Inde, ben, ils ont intégré la viande, ils ont intégré la charcuterie, parce qu'il y a tout un tas de jeunes qui se sont vus faire leurs études en Angleterre, en France et compagnie. On a intégré le lait de vache et compagnie. Ils commencent à développer toutes les mêmes pathologies que nous, on développe. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans ou 20 ans. Donc c'est vrai qu'on a en plus une génétique que l'on finit par se faire, je dirais, nutritionnellement. Il ne faut pas tout mélanger. On n'a pas les mêmes climats, on n'a pas les... il y a tout un tas de choses complètement différentes, hein, de toute façon. C'est valable pour l'homéopathie aussi? L'homéopathie, c'était de l'allopathie à petite vitesse. Et en fin de compte, ils ont réussi maintenant à l'éliminer complètement. On n'aura plus d'homéopathie dans les années qui viennent, et il n'y aura plus d'homéopathe. Donc, oui, l'homéopathie avait, au niveau préventif, un intérêt. Ce n'était pas spécialement curatif, mais au niveau préventif, on pouvait. Mais on voit tout un tas de phénomènes. Je discutais tout à l'heure. C'est bon, j'ai fini, ok. Vite fait par rapport à tout simplement les allergies. Je disais, moi, il y a 25 ans, on avait 400 000 personnes allergiques, tout simplement au pollen. L'année dernière, on nous en a sorti 11 millions. Comme quoi, le pollen était devenu agressif. C'est faux. C'est nous, hépatiquement, où on traite les allergènes, on a des foies qui sont de plus en plus pourris et qui ne font plus le boulot. C'est surtout ça. Donc le foie, il faut l'entretenir, il faut revenir à la base, et on aura un foie en bon état. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez-vous, reprenez, il y a des choses de base qu'il faut faire. Toutes les pathologies que l'on développe, c'est nous qui avons la solution. Ça commence dès la naissance, alors. Dès qu'on naît, on commence à avoir des problèmes. Parce que l'enfant, il naît, il boit du lait. Oui, mais il boit le lait de la mère. Mais pas forcément. Ah, non, justement, le problème, il est là. Le lait de la mère, il est alcalin, il n'est pas caséique. La seule chose hyper intéressante qu'on a dit, c'est on va lui donner un lait animal. Moi, quand je dis à une vache qu'on boit son lait et qu'on le donne au bébé, elle se met à se marrer. Elle est dans le... Attendez, on passe à des laits animaux qui sont acides et caséiques. Mais on a un choc hépatique à chaque fois. Vous savez, de plus en plus, les gens, et moi il y en a plein, on m'amène les enfants et tout, alors c'est l'eczéma, c'est le psoriasis, c'est tout un tas de dysfonctionnements hépatiques dès l'âge de 8 ou 10 ans. Vite fait, je le dis, le professeur Carré vient de sortir une vidéo sur Instagram. Il est cardiologue, il est professeur de cardiologie au CHU de Rennes. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Il vient de sortir donc une vidéo où il explique qu'à 11-12 ans, maintenant les enfants sont en prédiabète de type 2. Ah oui. Que les gens, ils ont des cœurs à 30 ans, ils ont des cœurs de 50 ans, 60 ans. Ce n'est qu'un début, une finalité. Et ça va s'aggraver, évidemment. Merci, messieurs. Merci.